Bienvenue dans l'instant débat fait croiser les enjeux de la COP 23. C'est le thème que nous abordons dans ce numéro co-organisé bien entendu par Eden Télévision Diaspora FM. Peggy de Vidagua, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Bélentin, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. De Paris, il y a 2 ans, à Bonn, qu'est-ce qui a changé dans le domaine des changements climatiques? Ici, les pluies sont abondantes. Là, le soleil brille anormalement. Là-bas, c'est l'inverse, faisant subir à l'homme l'intégralité de ses effets nocifs. Les COP, conférences des parties sur le climat, se suivent, mais ne se ressemblent donc pas. Ceci pose inévitablement le problème de l'application des résolutions pourtant adoptées à l'unanimité à ces rencontres de haut niveau. Bonn accueille donc à partir de ce jour la communauté mondiale pour la COP23, mais pour quel impact encore? Voilà la substance de ce numéro de Faire Croiser qui reçoit pour vous le professeur Edmond Sosoupé. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur Peggy de Vidagua. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors dites-nous déjà, face à tant de pessimisme, on va dire, à quoi sert alors les COP? À quoi servent les COP? Oui, merci beaucoup. La conférence des parties sur le climat est un forum au cours duquel les pays du monde se retrouvent pour analyser la situation climat. Mais il faut dire que cette conférence a eu son tournant décisif à Paris en 2015 à la COP 21. C'est véritablement à cette conférence-là que la plupart, sinon l'ensemble des pays, s'étaient accordés sur la nécessité de lutter contre l'augmentation de la température de la planète. Le réchauffement climatique. Et la perspective, disons, l'asymptote vers lequel ces pays ont voulu tendre, c'est faire en sorte que on maintienne l'augmentation de la température en deçà des 2 degrés par rapport à la situation pré-industrielle. Parce que c'est l'industrialisation qui a créé la flambée de la température de la planète. Et progressivement, on va tendre vers une réduction de ces 2 degrés-là à 1,5 degré d'ici 2030. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre d'engagements que les pays avaient pris. L'engagement de réduire la production de gaz à effet de serre. Ça, c'est le tournant décisif de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, c'était pris à Paris. Et ça fait l'objet d'un accord signé par un grand nombre de pays. Et seulement, le hic, c'est qu'il n'y a pas ce que les anglophones appellent de rulebook, c'est-à-dire un document de règles qui permet de suivre le niveau d'émission de gaz au niveau de chaque pays en rapport avec l'engagement pris par le pays lui-même. Si un pays dit « je veux réduire de 25% l'émission de gaz à effet de serre », il faut qu'un document existe et l'appareillage nécessaire existe pour évaluer si le pays est arrivé à ce niveau d'engagement, à respecter ce niveau d'engagement. Donc, ça fait partie d'un des enjeux de la COP 23 qui se tient actuellement à Bonn. Alors, si vous le voulez bien, revenons un peu à vos toutes premières déclarations où vous disiez tantôt l'objectif principal, c'est réduire le réchauffement, l'augmentation de température à 2%. Et ceci passe par l'engagement des pays industrialisés à réduire leur pollution, leur émission de gaz à effet de serre, notamment autour de 1,5. Mais alors, ces grandes puissances-là, qui sont en tout cas les premières à vraiment émettre les gaz à effet de serre, ils ont pris cet engagement. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Oui, évidemment, c'était des engagements volontaires pris par la plupart des pays, surtout les grands pays pollueurs du monde. La Chine, les États-Unis,
les pays d'Europe, et j'en passe. Mais, comme je l'ai dit, c'était des engagements volontaires, mais un outil de contrôle du respect de ces engagements n'était pas mis en place. On a pensé que... Vous parlez de volonté, vous parlez de contrôle. Oui. Mais avant le contrôle, puisque c'est volontaire, on ne devait plus avoir de problème. Pourquoi notons alors, on ne continue pas à noter l'irrespect de cet engagement-là? Oui, merci beaucoup. Vous savez, la production de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui génère de l'argent. C'est-à-dire que c'est les industries qui tournent, qui créent de la valeur ajoutée et dans leur fonctionnement, elles produisent des gaz à effet de serre. Donc, pour qu'un pays accepte de réduire son niveau d'émission, il faut que dans le même temps, le pays accepte de perdre un peu d'argent. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qu'on n'obtient pas. C'est ce qu'on n'obtient pas. C'est exactement ce qu'on n'obtient pas. Les gens sont restés à continuer de viser l'argent, de viser le matériel, et ils augmentent naturellement les émissions de gaz, alors qu'ils ont volontairement pris l'engagement. C'est pourquoi l'un des enjeux de la COP23, c'est de mettre en place un dispositif de contrôle. Pour rappeler à chaque pays, vous avez pris l'engagement de réduire votre taux d'émission de gaz à effet de serre de tel pourcentage. Mais à l'heure actuelle, vous n'y êtes pas encore. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, malgré la volonté, il doit y avoir un dispositif de surveillance. Avant le dispositif de surveillance, vous avez indiqué tout à l'heure, M. Edmond Sossoupé, que ce sont les grands pays, les pays industrialisés qui émettent le plus souvent le gaz à effet de serre. Les États-Unis, récemment, le président américain a dit que son pays va se retirer de tout ce qui a été décidé lors de l'initiative précédente. Vous, en tant que chercheur, sous quel angle appréciez-vous ce volte-face du président américain? Oui, merci beaucoup. Mais je pense que le président Trump a voulu répondre à son électorat. Parce que dans beaucoup de la campagne électorale, il a promis à beaucoup d'industriels que quand lui va arriver au pouvoir, il va jeter cet accord-là dans les poubelles. Parce que la production de charbon, l'utilisation de charbon sont des activités hautement polluantes. Mais il a promis à ces charbonniers que s'il arrive, leurs activités vont reprendre. Donc, il est dans sa logique. On ne va pas le lui refuser. Mais ce qui est important, et lui-même doit être en train de réfléchir, pas plusieurs fois maintenant, face aux différentes catastrophes naturelles qui ont frappé beaucoup de pays, mais surtout les États-Unis. Je veux parler des cyclones, qui ont été particulièrement dévastatrices. Et cela est simplement lié à une augmentation du niveau de la mer, consécutive à une augmentation de la température, au réchauffement climatique. Donc, les preuves sont là. Donc, les effets pervers, oui, ils le vivent. Ils vivent ça, et c'est pour cela que nous allons suivre avec attention le comportement de la délégation américaine au cours de la COP23. Peut-être qu'ils vont revenir sur leurs décisions en regardant un peu les sanctions naturelles qui les ont frappés. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Les pays d'Europe ont été aussi victimes d'incendies ravageurs liés simplement à l'augmentation de la température en Europe. Et si malgré ça, ils ne reviennent pas sur leurs décisions. Oui, c'est une question de choix. Ils peuvent ne pas revenir sur leurs décisions. Mais ce qui est sûr, la nature ne va pas être clémente vis-à-vis de nous. Nous avons déjà causé suffisamment de tort à la nature et nous sommes en train de récolter les conséquences. Donc, si nous persévérons dans notre entêtement par rapport aux réponses qu'il faut apporter pour adoucir la situation, c'est qu'on va continuer à être victime de jour en jour des atrocités naturelles. Vous avez commencé par parler des participants, vous avez évoqué le cas de la délégation américaine qu'il faut suivre de près. Quels sont les autres participants attendus à cette rencontre? Oui, la conférence des partis sur le climat réunit un très grand nombre de participants. À la COP 21 de Paris, il y avait 195 délégations.
Donc j'imagine qu'à celle de Bonn, on aura à peu près le même nombre de délégations, sinon un peu plus, compte tenu... Et au Maroc? Au Maroc, bon, la COP du Maroc était une petite parenthèse. Intermédiaire. Oui, oui, c'était une petite parenthèse parce que la COP de Paris avait déjà pris suffisamment de hauteur. Et à Marrakech, il était question de commencer par mettre en place les outils de l'application de la conférence, de la COP de Paris. Mais ça n'a pas été jusqu'à ce niveau-là. C'est pourquoi l'un des enjeux de la COP 23 de Bonn sera de revoir, de négocier les facilitations au niveau pays pour que ces pays-là élèvent leur niveau d'engagement dans le respect des contributions qu'ils ont prises à la COP 21. Voilà. Alors, Maintenant, on parle tantôt des participants. Oui. À part ceux que vous avez cités, le Japon, par exemple, Non, devrait mais pouvoir être... le Japon est là, bien, les grands pays du monde sont les là. grands pays pollueurs. Les grands pays pollueurs sont là. La Chine, le Japon, l'Australie, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. Tous ces pays sont là. L'Afrique aussi est fortement représentée. Le Bénin est représenté à la COP 21, à la COP 23. Comment se font les débats? Puisque nous savons qu'il y a des grands et les petits. L'Afrique qui est marginalisée, qui n'est même pas encore... L'Afrique qui subit. Qui n'est pas encore industrialisée à 10%, ouais. Et qui subit le diktat des grands pays industrialisés. Lors des débats, lors des échanges, comment est-ce que ça se fait, ça se passe? Non, c'est très bien, parce que chaque pays ne peut pas aller se faire entendre individuellement. Donc, il y a des coalitions qui se font. Il y a le groupe des G77, plus la Chine. C'est-à-dire les pays en voie de développement, ou les pays comme le Bénin, se retrouvent au nombre de 77 pour avoir une même position. Parce que le problème des pays africains, c'est qu'ils subissent seulement les effets des changements climatiques. La contribution de l'Afrique au réchauffement climatique est très faible. C'est en deçà des 4%. Donc on ne veut pas subir. Vous voyez un peu? Les non, mais il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière au niveau de l'atmosphère. Nous avons seulement des frontières terrestres, supposées aussi aériennes, mais il n'y a pas de barrière. Donc, tout ce que les Américains produisent là-bas et qui change le climat, nous, au Bénin, ici, nous subissons ça. Nous sommes des victimes expiatoires. Voilà, nous sommes des victimes expiatoires. Et c'est cela qui fait qu'à la COP 21, les pays G77 se sont entendus pour dire que les pays industrialisés doivent financer l'adaptation aux effets des changements climatiques. Ça, c'était très important pour nous d'arracher ça. Mais dans la version finale des résolutions, cette revendication des pays africains, des pays à revenus intermédiaires, pas seulement africains, que les pays riches s'engagent à payer 20 milliards par an, 20 milliards de dollars par an, pour financer l'adaptation aux effets des changements climatiques, ça n'a pas eu un caractère contraignant. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander des comptes à ces pays-là pour ne l'avoir pas fait jusque-là. Et pourquoi on ne peut pas leur demander des comptes? Mais puisqu'ils n'ont pas Parce qu'ils pris sont si un forts, engagement ferme. ils sont si puissants? Oui, bien sûr, ils n'ont pas pris un engagement ferme. Ils sont d'accord sur le principe. Mais du fait d'être d'accord au fait de s'engager et de payer une partie de l'ardoise, il reste un pas à faire. Donc ce pas-là, nous n'avons pas pu l'obtenir à la COP 21 de Paris. Et je crois que les délégations de ces pays G77 doivent revenir sur cet aspect des choses à la COP 23. Est-ce qu'ils se sont entendus pour le faire? Mais c'est normal, puisque les causes sont les mêmes. Hein? Les objectifs sont les mêmes. Aujourd'hui, le climat a fondamentalement changé dans nos pays. Nous ne pouvons plus espérer les pluies à bonne date.
Nous ne pouvons plus se dire que je prépare mon champ parce que dans 2-3 jours, il va pleuvoir. Dans l'ancien temps, quand les gens s'apprêtent pour aller au pèlerinage, si le pèlerinage reste environ une semaine, les agriculteurs commencent à préparer les champs. Parce que au retour du pèlerinage de Dassa, il y a toujours la pluie. D'accord. Et cette pluie-là permet de mettre les premières semences. Vous voyez? Mais aujourd'hui, tout est chamboulonné. On ne peut plus s'attendre à une pluie. On ne peut plus prévoir l'arrivée de la pluie. Et plus grave, et ce qui cause les inondations, c'est que les pluies ne sont plus bien réparties sur les saisons. Vous voyez, en une journée ou en 3 jours, il peut pleuvoir toute la quantité de pluie qu'on attend pour toute une saison de pluie. Et c'est ça, cette pluie massive est à l'origine des inondations qu'on a observées un peu partout. Ce n'est pas en Afrique, mais en Europe et dans d'autres pays, il y a eu des catastrophes naturelles liées aux inondations. Alors, de quelle force dispose le G77 pour exiger de la part de ces grands pays quand même le respect de cet engagement-là? Oui, vous savez, les pays du G77 sont des pays qui, pour la plupart, disposent de la quasi-totalité des ressources naturelles. C'est des pays pauvres, mais qui sont très riches en ressources du sol, en ressources forestières, en ressources minières, etc. etc. Ils sont riches, mais ils ne contrôlent pas leur propre richesse. C'est pour cela que, dans une position commune, ils peuvent poser des conditions. Mon pétrole, je ne vous le livre pas si, puisque c'est mon pétrole que vous allez utiliser pour polluer davantage. Mais si, je ne vous le livre pas si. Donc, les conditions vont commencer à se faire. Sont-ils capables de s'exprimer ainsi lorsque nous regardons un peu ce qui se passe sur le continent, lorsque vous refusez de donner votre pétrole, c'est la rébellion. On sait comment ça se passe sur le terrain. Nous avons des centaines de bases militaires sur le continent. Vous avez des bases militaires françaises un peu partout, américaines un peu partout, de l'ONU un peu partout. Vous savez très bien, vous en tant que chercheur, enseignant chercheur à l'université, comment ça se passe. Est-ce que ces chefs d'État, ces pays-là ont la possibilité, en dehors de la Chine, qui est aujourd'hui considérée comme, si on laisse les États-Unis du côté, la première puissance mondiale, si ce n'est pas la puissance militaire des États-Unis en temps normal, la Chine est aujourd'hui la première puissance mondiale. À part ce pays, les autres, que peuvent-ils? Oui, mais justement, c'est pourquoi les pays du G77 s'associent généralement à la Chine. Donc la Chine accepte de les épauler dans cette position de réclamer le financement de l'adaptation aux effets des changements climatiques. Donc, dans les conférences, on parle de G77 plus la Chine. D'accord. Vous voyez un peu? Parce que la Chine ne se considère pas jusque-là comme pays développé. Donc, elle se considère comme pays en voie de développement et s'unit comme par affinité aux autres pays qui sont en développement comme le Bénin. Quels résultats ils ont eu depuis qu'ils ont mis en place cette coalition? Le continent a eu quels résultats de façon concrète? Ils ont eu quand même des résultats. S'ils sont arrivés à faire inscrire dans les résolutions la nécessité de financer l'adaptation, mais ça n'a pas été facile. Les Américains n'étaient pas totalement partants pour ça. Donc, il a fallu beaucoup de négociations pour que cela figure dans les décisions. Maintenant, dans les résolutions, ce que nous n'avons pas pu obtenir à l'époque, c'est le caractère contraignant de ça. Avec une clé de répartition. Les 20 milliards sont répartis comment par rapport aux différents grands pays pollueurs du monde. Donc, cette clé-là n'existe pas. Il n'y a pas un caractère contraignant pour les pays. Ils sont d'accord avec le principe, mais l'application va venir. Alors, vous disiez tantôt que Bonn sera l'occasion pour réussir à déceler cette clé-là maintenant. Avoir l'instrument d'abord de contrôle et maintenant cette répartition au niveau des
puissances, histoire quand même de savoir comment exiger ceci de... Oui, la conférence de Bonn a 4 enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est de faire avancer les négociations sur l'accord de Paris, notamment préparer le dialogue de facilitation pour la révision des contributions nationales à la hausse. Est-ce que vous voyez? Le deuxième enjeu, c'est de gérer la position américaine qui est prise depuis le 1er juin 2017. Les États-Unis sont sortis de cet accord. Il faut gérer cette nouvelle situation. Et le troisième enjeu, c'est de faire en sorte que d'autres pays ne suivent pas le pas des États-Unis, puisque il est possible qu'il y ait un effet d'entraînement par rapport à la situation, à la position actuelle américaine. Et 2 pays sont particulièrement surveillés par rapport à cette situation. Il s'agit de la Russie, qui est le seul pays du G20 à n'avoir pas ratifié l'accord de Paris. Il y a aussi la Turquie, qui n'a pas jusque-là ratifié l'accord de Paris. Donc, ces 2 pays-là sont particulièrement surveillés. Et l'enjeu, c'est donc de faire en sorte qu'à Bonn, les négociations aillent dans le sens de maintenir tous ceux qui ont pu être d'accord sur l'accord de Paris. Et si ces 2 pays-là veulent sortir des rangs, comment pensez-vous pouvoir les y ramener? Non, c'est une question de négociation. Mais la Russie fait partie du G20. Elle est le seul pays du G20 à n'avoir pas ratifié. Donc, le G20 a certainement des mécanismes de fonctionnement. Pour lui faire entendre raison. Oui, pour lui faire entendre raison. Vous voyez un peu. Donc, tout ça là va bien se faire, à mon avis. Et je suis même pessimiste, je suis même optimiste pour dire que les Américains, leur délégation à la COP23 va certainement donner des signaux allant dans le sens d'un retour ou quand même la mise en place d'un modus vivendi entre la situation de sortie et la poursuite des efforts par rapport au changement climatique. Donc le dernier enjeu, c'est la sensibilisation de la planète à la situation des îles pacifiques. Vous savez, les îles pacifiques, notamment l'île Fidji, qui a la présidence de la COP23, c'est le président des îles Fidji qui est président de la COP23. Donc ces îles pacifiques-là sont soumises à une montée du niveau de la mer. Et si rien n'est fait, montée du niveau de la mer qui est consécutive au réchauffement climatique. Donc si le réchauffement climatique ne baisse pas, le niveau de la mer va continuer de monter et ces îles-là vont simplement être rayées de la carte. Le phénomène, c'est ça, on remarque également au niveau de nos côtes ici. Nos côtes, aujourd'hui, on avait l'avancée de la mer. Et récemment encore, le débordement du fleuve Niger qui a fait de nombreuses victimes. Est-ce que c'est lié? Non, ce n'est pas exactement la même situation. Vous savez, les côtes marines ou océaniques sont des côtes assez dynamiques. Il y a une dynamique qui est mise en place, créée par les mouvements de marée. La marée peut monter, et là, l'eau de l'océan, de la mer vient sur le continent, mord un peu sur le continent. La marée peut baisser et l'eau va se retirer. Donc cette dynamique-là est très importante pour le modelage des côtes. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a les courants marins qui peuvent être amplifiés du fait des changements climatiques. Et c'est ça qui crée les érosions côtières. Vous voyez un peu, chez nous, au Bénin, et en particulier à Cotonou, il y a une forte érosion côtière qui se fait à l'est de l'épi de Siafato, qui n'est pas nécessairement liée directement au changement climatique parce que les aménagements faits au niveau du port ont dévié certains courants
qui sont devenus presque perpendiculaires à la côte, mais il y a un grain de changement climatique qui a amplifié la situation. D'accord. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ce quatrième enjeu dont vous avez parlé, sensibiliser la planète sur les îles, sur la situation des îles? Oui, parce que les îles du Pacifique, le Pacifique est en train de connaître une montée de son niveau. Et toutes les îles qui sont dans le Pacifique sont en danger par rapport à ça. Et la cause est bien connue. Ce sont les réchauffements climatiques. Donc, à la COP 23 de Bonn, les catastrophes naturelles qui ont frappé la plupart des pays, ajoutées à ce danger-là qui est en train de guetter les îles du Pacifique, l'île Fidji, l'île Tavula, etc., ces deux éléments importants doivent normalement amener les décideurs à revoir leur position. Revoir la position dans le sens du respect des engagements pris à Paris et même la possibilité de revoir ces engagements-là à la hausse, c'est-à-dire réduire de façon sensible le niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, s'ils sont sensibles à ces deux situations, je crois que la conférence de Bonn va sortir de très bonnes résolutions. Et qu'attendent vraiment ces îles pacifiques de cette COP 23 de manière spécifique? Elles y sont allées pour que l'objectif de réduire à 2 degrés le niveau d'augmentation du réchauffement climatique par rapport à la période pré-industrielle et de continuer à faire des efforts pour que d'ici à 2030, on arrive à réduire à 1,5 degré le niveau de réchauffement. Ça, si les pays s'engagent fortement à cela, les îles du Pacifique seront sauvées. Donc elles pourront respirer. Elles pourront respirer. Voilà. Chez nous ici au Bénin, quels sont les comportements à risque que vous observez au sein des populations, les comportements visant à détruire la couche d'ozone? Est-ce que chez nous ici, les gaz domestiques, la façon dont nos femmes préparent à la maison et tout ça, est-ce que c'est des comportements à risque? Quels sont ces éléments que vous avez enregistrés dans ce sens? C'est vrai qu'on n'est pas encore industrialisé. Non, on n'est pas industrialisé. Pas encore. Mais est-ce que les comportements à risque existent chez nous? Oui, il y a des comportements à risque. Lesquels? Qui se développent au Bénin. Le premier comportement à risque, c'est la déforestation. Vous savez, les forêts sont des poumons, c'est des pièges à carbone. Et le réchauffement climatique est dû simplement à une forte émission de gaz carbonique. Donc, s'il y a suffisamment de forêts, le carbone de ces gaz-là serait fixé et donc retiré de l'atmosphère. Et l'effet de serre, l'effet d'augmentation de la température va cesser. Donc, nous ne protégeons pas suffisamment nos forêts. On ne plante même plus les arbres. Bon, donc, c'est ça le premier problème. Et à défaut de protéger complètement les forêts, puisqu'on a besoin de bois aussi pour faire des ouvrages, mais il faut que nous plantions suffisamment d'arbres pour remplacer ce que nous détruisons pour nos besoins. Donc ça, c'est un premier comportement qu'il faut surveiller. Le deuxième comportement, c'est l'utilisation des gaz réfrigérants. Il y a des gaz, il y a un type de gaz qui est très dangereux pour la couche d'ozone. Le benzène? Non, pas le benzène, c'est les gaz réfrigérants, ce qu'on utilise dans les climatiseurs, dans les réfrigérateurs. Et il y a un certain nombre, les chlorofluorocarbones, les CFC, qui sont suffisamment dangereux pour la couche d'ozone. Et donc, il faut surveiller ça. Est-ce qu'on continue de les utiliser de façon massive? Si c'est le cas, c'est qu'on contribue quand même à une altération de la couche d'ozone et donc à favoriser les gaz à effet de serre.
On a eu aussi une information, je ne sais pas si vous l'avez, il paraît que la grande consommation de la viande de bœuf contribue au réchauffement climatique. Oui, le Bon, rapport, non, oui. moi, je voudrais bien savoir. Non, non, C'est le professeur Pedjo qui l'a dit. Oui, à l'UNICEF. ce que vous dites là est en partie juste. Vous savez, le problème des changements climatiques, c'est le gaz carbonique, mais c'est aussi d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane. Le méthane. Donc, lorsque l'on produit beaucoup de matière organique qui ne trouve pas suffisamment d'oxygène pour être oxydée, pour être décomposée en matière minérale, donc cette accumulation de matière organique crée la méthanisation. Donc ça produit suffisamment de méthane et cette quantité importante de méthane produite est aussi Mais quel lien avec le bœuf? Oui, parce que lorsqu'on tue, si vous allez souvent dans les abattoirs, vous allez à l'abattoir de Cotonou, les déjections, les excréments qu'on sort du tube digestif des bœufs, c'est entreposé là. En tout cas, jusqu'en 2015, où j'ai fait une inspection là-bas, c'était simplement entreposé. Et avec les pluies, ça fait un mélange suffisamment désagréable. Donc ça là, c'est de la matière organique qu'on a accumulée et qui prend de l'eau et qui n'a pas suffisamment d'oxygène pour être minéralisée. Donc du méthane se produit, il y a méthanisation. Donc ce qu'il a dit est tout à fait juste de ce point de vue. Alors donc il faut éviter de consommer beaucoup Non, de pas viande. du tout, c'est qu'il faut moderniser nos abattoirs. Il faut moderniser nos abattoirs et il y a un projet de reconstruction de l'abattoir de Cotonou aux normes modernes. Donc je ne sais pas ce que le projet est devenu. Ce projet-là est passé devant nous quand j'étais encore directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Dans les villages, en milieu ruraux où les populations, pour faire leurs besoins, ils vont seulement derrière le mur ou à côté, tout ça. Ça aussi, ça contribue. Non, ça là, c'est... Vous savez, entre le bœuf et l'homme, les tubes digestifs ne sont pas les mêmes. Les quantités de digestion en produits ne sont pas les mêmes. Ensuite, dans les forêts, il y a suffisamment de micro-organismes pour rapidement minéraliser les digestions humaines. Vous voyez un peu? Ce dont il est question, ce dont le professeur Clédio a parlé, c'est cette accumulation à un même endroit des déjections sans une valorisation. Or, on peut valoriser. Lui, il est dans la valorisation des déchets. Donc, on peut produire du gaz domestique on peut faire du biogaz à partir de ces déjections-là. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il est en train de parler. Voilà. Merci à vous, Monsieur Edmond Sousoupa. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, environnementaliste à l'Université d'Abomey-Calavi. Et vous étiez avec nous pour parler des enjeux de la COP 23 qui démarre d'ailleurs ce jour. Et comme enjeu, vous avez cité par exemple faire avancer les accords de Paris, gérer la position américaine et puis faire en sorte que d'autres pays comme la Russie, la Turquie et d'autres ne suivent pas la position américaine qui veut se retirer des accords de Paris et puis sensibiliser la planète sur la situation des îles Pacifiques qui voient leur niveau d'eau monter. Alors il y a quelque chose à faire pour éviter que toute la planète entière ne puisse subir les affres, bien sûr, de cette montée d'eau.